Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation sur une si belle température de venir ce soir à cette séance d'information sur le raménagement de l'avenue Charles-Huot et les travaux qui seront planifiés. Alors, je me présente, je suis Christina Bouchica, conseillère en consultation publique et j'ai le plaisir d'animer la rencontre de ce soir. Plusieurs d'entre vous me connaissent parce qu'on a eu plusieurs rencontres ces dernières années. Alors, voilà, la séance de ce soir est enregistrée. Donc, si jamais parmi vos voisins, il y en a qui n'ont pas pu assister, sachez qu'elle va être dès demain disponible sur la page du projet, tout comme la présentation de ce soir. Donc, vous pouvez leur dire là, si jamais, ou vous pouvez vous-même réécouter si vous avez des questionnements. Alors, permettez-moi également de vous présenter les personnes qui m'accompagnent ce soir, qui vont vers la présentation et répondre à vos questions. Donc, tout d'abord, votre conseillère municipale, Mme Maude Mercier-Larouche, conseillère municipale du district Saint-Louis-Sillery. Bonsoir. Alors, est-ce qu'elle est figée? Je pense qu'il y a un petit problème de connexion. On va revenir. Donc, après, les responsables du projet qui... Ah, bonsoir, Madame Laroche. Oui, ça fonctionne? Bonsoir, je m'excuse. Oui, Parfait. effectivement, un petit problème de technologie. Donc, bonsoir à tous. Et Comme juste avant, Christina l'a mentionné. Oh, pardon, juste je pensais avant- qu'on était non, rendu. c'est parce que je présente tout le monde, mais je sais que vous avez perdu un bout. Donc, je présente tout le monde. Après, je vais vous donner la parole. Merci beaucoup. Alors, le responsable du projet, M. Frédéric Dumas, qui est ingénieur au service du transport de la mobilité intelligente. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Danny Bérubé, ingénieur au service de l'ingénierie. Bonsoir. Bonsoir. Également, Ségondine Ntamine Gong, ingénieure au service du transport de la mobilité intelligente. Bonsoir. Bonsoir. Et Madame Annie Dufour, qui est conseillère en communication au service des relations citoyennes et des communications. Bonsoir. Bonsoir. Puis, on a également avec nous Monsieur François Légaré, qui est directeur de section au service du transport de la mobilité intelligente. Et Louis-Charles Baudouin-Lacroix, qui est conseiller en planification du transport. Donc, on a plusieurs, vous comprenez, il y a plusieurs personnes qui travaillent sur un projet complexe comme ça. Donc, on a d'autres pressions ressources avec nous et peuvent intervenir au besoin. Alors, l'objectif de ce soir, c'est très simple, c'est de vous présenter le projet, les aménagements prévus et le déroulement des travaux. Et bien sûr, après, de répondre à vos questions, d'entendre vos commentaires, mais surtout de répondre à vos questions. Donc, le déroulement, je vais inviter tout d'abord Mme Aude Mercier-Larouche pour un mot d'introduction. Par la suite, il y aura la présentation par mes collègues pour une trentaine de minutes et suivra la période de questions. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de garder vos questions pour la fin. On va utiliser l'outil QR que vous voyez en haut de votre bande pour pouvoir poser des questions. Et on va pouvoir lire votre question à l'écran. Puis, si vous n'êtes pas capable d'écrire, ben, vous allez pouvoir lever la main et on va pouvoir vous donner la parole. Alors, on vise terminer peut-être plus vers 20h30 ou plus tard pour vous permettre de profiter encore un peu de cette belle soirée. Mais ne soyez pas inquiètes, là, s'il y a des questions, s'il reste des questions, on ne va pas couper à 20h30, on va prendre le temps d'y répondre. Alors voilà, sans plus tarder, j'inviterai donc Mme Mercier-Larouche pour la mot d'introduction. Merci beaucoup, Christina. Donc, d'emblée, je ferai une petite correction. Il y a François Légaré qui est avec nous, mais non pas du service de transport en mobilité intelligente, mais bien de l'équipe de foresterie urbaine. Donc, bonsoir, François. Et Merci. ça me fait plaisir. Donc, voilà, comme Christina l'a dit d'emblée tout à l'heure, c'est un projet pour lequel on est venu vous voir souvent. C'est un projet de longue haleine. C'est un projet qui est né notamment d'une mobilisation citoyenne. Je dois le signifier, qu'une mobilisation citoyenne que je salue aujourd'hui parce que si on revient vers vous en 2025, c'est parce qu'il y a eu une nouvelle mobilisation citoyenne en début d'année qui fait en sorte qu'on a décidé de faire les travaux pour 2025, faire une partie en fait des travaux pour 2025 et par la suite pour 2026. Donc, ce soir, on vient vraiment pour répondre à vos questions. C'est sûr que quand il y a des travaux près de chez vous, je suis parfaitement consciente et les équipes aussi que vous avez des interrogations, vous voulez avoir de la prévisibilité sur ce qui s'en vient près de chez vous. Donc, on est là pour ça, pour poser vos questions. Et tel qu'il sera mentionné un petit peu plus tard, il va y avoir l'échéancier pour la suite des travaux aussi. On va revenir vers vous en 2026. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui va se faire sur un an, évidemment, en regard des soumissions puis de la réponse aux appels d'offres qu'on a fait. Mais
bref, je suis très contente de dire qu'on a respecté notre engagement de faire des travaux en 2025 pour Charles-Huot. C'est un beau projet qui vient renforcer la sécurité routière, qui nous permet une meilleure place pour la mobilité active. Et voilà, donc sans plus tarder, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Madame Mercier-Larouche. Alors, on est rendu à la période présentation. Donc, j'inviterai mes collègues à commencer la présentation. Donc, tout d'abord, c'est Frédéric. Merci, Christina. Donc, ce soir, on vient vous présenter les travaux de réaménagement de l'avenue Charles-Huot. Je ne sais pas si on peut changer de la page. Merci. Donc, le contenu de la présentation, ça va être divisé. On va commencer par une petite mise en contexte. Ça va être un bon résumé, là. On ne va pas reprendre tout le projet puisqu'on l'a présenté à quelques reprises, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller revoir les anciennes présentations ou sinon on a la période de questions. Vous pouvez nous interpeller aussi par courriel au besoin. Donc, on va commencer par une mise en contexte, les travaux à venir, donc les informations pour cette année, les mesures d'atténuation pendant les travaux, relations citoyennes et communication. Puis finalement, on va finir par la période de questions. Donc, pour ce qui est de la mise en contexte, donc si tu peux changer. Merci, Dani. Donc, si on prend l'avenue Charles-Huot, Charles-Huot, c'est une collectrice principale qui relie le chemin Saint-Louis et le boulevard Laurier. Ça connecte également la côte à Gignac qui nous permet de rejoindre le boulevard Champlain. Donc, on a un certain débit de véhicules qui passe par l'avenue Charles-Huot, dû au fait qu'il relie deux artères qui sont quand même majeures, en particulier Laurier, à la ville de Québec. L'avenue Charles-Huot est composée d'une voie de circulation dans chaque direction. La vitesse est réglementée à 40 km/h, puis présentement, on a un trottoir du côté est, donc à droite de la photo. Sinon, pour les cyclistes, on a une chaussée désignée. Une chaussée désignée, c'est un lien cyclable où on vient poser du marquage au sol, puis les voies se sont partagées entre les automobilistes et les cyclistes. Puis le marquage permet d'afficher qu'il y a un lien cyclable et aussi d'indiquer les indications, de marquer les indications au sol pour les cyclistes pour suivre le lien cyclable. Donc, on a deux buts principaux pour le réaménagement de l'avenue Charles-Huot. Donc, on a un réaménagement de surface, donc de l'ensemble des infrastructures de mobilité, mais on a également une réfection et une mise à niveau des réseaux d'aqueducs et d'égouts. Pour ce qui est du réaménagement de surface de l'avenue Charles-Huot, on désire implanter des mesures d'atténuation de la vitesse pour assurer le respect de la limite de vitesse de 40 km/h. Puis on désire mettre à niveau le lien cyclable qui est actuellement sous standard, en particulier dû aux débits qui sont plus élevés que les bonnes pratiques. Puis aussi, on peut remarquer que le stationnement sur rue, les voies de stationnement peuvent porter à confusion dû au fait que le taux d'occupation est peu élevé sur l'avenue Charles-Huot. Sinon, on désire aussi sécuriser le corridor scolaire qui se situe sur l'avenue Charles-Huot de l'école qui est le corridor scolaire de l'école primaire Saint-Yves, dans le cadre de la stratégie de sécurité routière. Donc, le scénario qui a été retenu, c'est l'ajout d'une piste cyclable unidirectionnelle à mi-hauteur et l'ajout d'un trottoir du côté ouest, ainsi que la mise à niveau du trottoir du côté ouest. Donc, si on regarde la coupe en bas à gauche, on peut voir on peut voir deux trottoirs en fait. Donc, l'ajout du trottoir du côté ouest va être de 1,8 m, puis en fait du côté est, l'ajout, puis du côté est à droite. Donc, on va venir mettre à niveau, on va venir élargir le trottoir de 1,5 m à 1,8 m. Pour ce qui est de la piste cyclable mi-hauteur, quand on dit mi-hauteur, c'est vraiment à mi-niveau entre la chaussée véhiculaire et le trottoir. Donc, il va y avoir une surélévation par rapport à la chaussée de 50 mm. Puis, le trottoir va être surélevé par rapport à la piste cyclable de 100 mm. La piste mi-hauteur va être séparée d'une bordure biseautée. Quand je dis biseautée, c'est une bordure qui va être en diagonale entre la chaussée véhiculaire et la piste cyclable. Cela a comme gros avantage de
de ne pas avoir besoin d'abaisser la piste cyclable au niveau des accès privés, puis avoir un effet de vague au niveau de notre piste cyclable. Puis on sait que l'avenue Charluot a plusieurs entrées dû au fait qu'on se retrouve dans un quartier de faible densité où on a des maisons unifamiliales. Puis finalement, on maintient les voies de circulation, donc une voie par direction. Donc, on a une zone sans stationnement. Puis si on regarde la prochaine présentation, on va vous présenter la zone avec stationnement. Donc, on vient ajouter une voie de stationnement. Donc, on a deux zones où on retrouve la voie de stationnement. Donc, on retrouve la première zone entre le boulevard Laurier et, j'oublie toujours le nom, la rue Albert-Lozeau, donc au nord, complètement au nord du projet. Puis, on retrouve aussi une zone au sud, donc complètement au sud, entre le chemin Saint-Louis et la rue Nourry. Le choix a été fait parce qu'on retrouve le plus haut taux d'occupation du stationnement. Donc, je pense qu'on peut passer à la prochaine. Puis, on retrouve les autres infrastructures de mobilité comme dans la zone sans stationnement. Donc, comme je le disais, les zones de stationnement, on les retrouve au nord. Là, le nord, on le retrouve à gauche de l'écran, de l'image. Puis, la zone au sud, on la retrouve à droite. Donc, on a prévu 9 cases de stationnement au nord et 16 cases au sud. Puis, le reste de l'avenue Charluot, le stationnement va être interdit. Sinon, pour les résidents qui habitent dans la partie plus centrale, ils pourront toujours se rabattre sur les rues qui sont secondaires, transversales. On va maintenir la même réglementation qu'il y a présentement. Donc, un temps limite, sauf détenteur de vignettes. Puis, les fins de semaine ou les soirs, sans limitation. Puis, fait à noter que la rue Triquet, qui est à l'ouest, n'est pas dans la vignette. Puis, il va rester comme ça. Donc, ce soir, on vous présente une option qu'on croit que c'est que le plus d'avantages. On le sait que l'option qu'on vous présente n'est pas parfaite, mais nous pensons que c'est le meilleur compromis dû au fait qu'on se situe dans un milieu existant. Donc, il présente plusieurs avantages et quelques inconvénients. Donc, pour ce qui est des avantages, on maintient du stationnement sur un côté dans une partie de la rue où le taux d'occupation est le plus élevé. On surélève 2 intersections. Donc, on va avoir 2 intersections surélevées. J'ai oublié de le mentionner, mais on va avoir 2 intersections surélevées, donc une à Marie-Victorin et l'autre à Triquet, donc où est-ce qu'on a les panneaux d'arrêt, où est-ce qu'on a l'obligation de s'arrêter sur l'avenue Charluot. Donc, ça permet de mettre en évidence nos passages piétonniers et d'augmenter le respect de l'obligation de s'arrêter aux véhicules et cyclistes. Sinon, on a un lien cyclable qui est fonctionnel à l'année et séparé des piétons et des véhicules. Donc, ils vont avoir leurs voies qui vont être dédiées. Le lien cyclable est non impacté par les abaissements des entrées charretières vues à la bordure biseautée. On a un lien piétonnier qui est continu des deux côtés de la rue. Donc, on vient rajouter un trottoir du côté ouest. Puis, on a une diminution de l'emprise nécessaire comparativement à l'option présentée en janvier 2023. Cependant, ça reste un inconvénient de l'option dû au fait qu'on élargit l'espace nécessaire dans l'emprise. Donc, on va élargir la rue d'environ 2 à 4,2 mètres selon si on se retrouve dans une zone avec ou sans stationnement. Il faut noter qu'on reste dans l'emprise municipale, dans l'emprise ville. On ne va pas en acquisition. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir certains impacts pour certains résidents, mais on vous présente aujourd'hui la présentation en avance pour venir discuter avec les citoyens les plus impactés. Donc, on va venir communiquer avec les citoyens les plus impactés. Donc, on va expliquer les impacts aux citoyens qui vont être les plus impactés. Sinon, pour ce qui est de la piste cyclable, il reste
dû au fait qu'il va y avoir une bordure biseautée, pardon, il va y avoir un risque d'empiètement par les véhicules sur la piste cyclable. Donc, il pourrait y avoir des véhicules qui viennent se stationner de façon illégale sur la piste cyclable. Sinon, il y a un impact modéré sur les arbres existants. On a mis des efforts pour diminuer les impacts au maximum. On va vous afficher les impacts dans une page un peu plus tard. Donc, c'est ce qui fait le tour de la mise en contexte. Donc, je laisserai la parole à Danny. Oui, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, moi, ma partie, c'est plus au niveau des travaux. Au niveau, les travaux, là, c'est vraiment au niveau de la réfection des conduites d'aqueduc et d'égouts. Et aussi, on fait une séparation du réseau d'égouts unitaire dans le secteur. Un réseau d'égouts unitaire, c'est que toutes les eaux, présentement, toutes les eaux pluviales, les eaux de pluie et les eaux sanitaires, là, toutes les toilettes, lavabos, douches, vont dans la même conduite. Puis avec le projet, on va séparer les deux réseaux jusqu'à l'emprise municipale. Comme on voit sur le dessin, là, on va mettre deux tuyaux dans la rue pour séparer les deux. Là. Un qui va être accordé, il va accorder les plusieurs de rue et aussi les branchements des bâtiments s'il y en a. Parce que là, présentement, tous les bâtiments sont branchés sur le réseau unitaire, mais nous, on va amener le branchement pluvial qu'on appelle à l'emprise municipale pour que si les résidents puissent venir faire leurs travaux et se brancher au niveau du branchement pluvial. On va faire aussi la conduite unitaire que je parlais précédemment. Là, on va désaffecter la conduite, on va l'injecter de béton à la fin des travaux là, pour pas soit tout dépendant de la méthode d'entrepreneur, mais soit on la remplit de béton, soit on va l'enlever si elle est dans la tranchée d'excavation lorsqu'on va faire les travaux. On va faire aussi une mise à niveau de l'éclairage public au niveau de la rue. On va la régulariser, la rendre conforme aux nouvelles normes d'aujourd'hui. Puis on va faire, là, comme Frédéric l'avait dit précédemment, on va faire des travaux de surface qu'on appelle, on va faire une réfection de la voie, tout ce qui est, on appelle ça la voirie, les aménagements des trottoirs, les pistes cyclables, les arrêts d'autobus. On va tout faire ces travaux-là dans le cadre des travaux. Et on va faire les réparations des terrains après les travaux. On voulait le noter dans la présentation parce que vu que l'emprise municipale est très, très grande dans la rue Charles-Huot, nous, on va faire en tant qu'organisme municipal, on n'a pas le choix quand on fait des réparations de se rendre jusqu'à l'emprise. Fait que ça se peut qu'on ait des impacts sur les résidents au niveau des branchements de services. Ou à tous les branchements on va dire le bonhomme à l'eau. Je ne sais pas si le monde connaît plus cette expression-là. Vu que l'emprise est très grande, on va se rendre jusqu'au bonhomme à l'eau de vos terrains ou des terrains des résidents, mais on va remettre en état à la fin des travaux. Mais ça peut avoir un impact là, un peu plus majeur au niveau de ça. Au niveau des travaux, ça se fait en 2 années. On va débuter, là, on la fait en deux phases. L'autre diapo d'après va préciser un peu les dates, mais on va partir. La première année, on part complètement au sud, au chemin Saint-Louis, puis on va se rendre là, pour la fin du projet, pour la phase 2025, juste au nord de Marie-Victorin. Puis la phase 2026, ça, c'est au nord de Marie-Victorin jusqu'au petit boulevard Laurier. Et au niveau de l'échéancier des travaux, la première phase des travaux là, est prévue là, en août 2025, après les vacances de la construction, pour se terminer là, la première phase là, jusqu'à fin novembre. Et on va reprendre là, dès avril prochain pour y avoir une pause hivernale de décembre à avril. Puis ils vont terminer là, au début de l'automne 2026. Comme je disais, là, le phasage, c'est entre Saint-Louis et Marie-Victorin et entre Marie-Victorin et Petit Laurier, Petit Boulevard Laurier pour les travaux 2026.
Au niveau de la foresterie urbaine, comme Frédéric disait, il va y avoir un impact modéré au niveau des travaux. Il y a eu des travaux qui ont été faits. Il y a eu un travail qui a été fait avant les travaux, là, qu'il y a eu une inspection détaillée des arbres sur les terrains. Il y a eu une évaluation des impacts selon l'avant. Avec l'évolution des plans, des plans au niveau de la conception, notre équipe de foresterie là, a fait nous dicter un peu les méthodes des exigences de protection au niveau des arbres là, pour les travaux. Pendant les travaux, il va y avoir aussi une prise en charge pour tout ce qui est abattage, transplantation, élagage et au niveau de la mise en place des mesures de protection, comme je parlais tout à l'heure. Par nos équipes de foresterie, ils vont être présents au cours du chantier. Il va y avoir un suivi régulier là, au niveau du chantier. Puis, s'il y a c'est sûr que dans chaque chantier, il y a des imprévus, mais s'il y a des imprévus au niveau des arbres, notre équipe de foresterie là, elle va être là pour nous aiguiller sur les meilleures pratiques là, pour essayer de conserver le plus d'arbres possible pour ne pas en abattre plus que prévu. Puis après les travaux, là, on va faire une remise en état des terrains. Et on va faire un élagage correctif. Là, si l'entrepreneur a accroché des branches ou peu importe quoi, on va faire pour corriger le tout. Il va y avoir une plantation d'arbres de remplacement. Puis il va y avoir un suivi du comportement des arbres après les travaux là, pour si les arbres ils ont eu un stress pendant les travaux pour voir si ils vont bien vieillir dans le temps. Au niveau de l'impact, le nombre d'arbres présentement dans le cadre du projet, on compte 152 arbres. Il va y avoir une transplantation hors site d'environ 7 arbres. De 7 arbres, il va y avoir un abattage de 24 arbres à cause du projet. Il va y en avoir 121 qui vont être conservés. Puis après les travaux, on vise là, un objectif de plantation de 38 arbres supplémentaires. Fait qu'on pourra avoir à la fin du projet un total de 159 arbres. On tombe dans les mesures d'atténuation pendant les travaux. Je vais continuer pour la première diapo de cette section-là. Au niveau de tout ce qui est bruit et poussière. Pour le bruit, à cette heure, les contrats les contrats de construction, ils obligent les entrepreneurs généraux à avoir des alarmes à large bande. Là. Si vous ne savez pas c'est quoi, au lieu du bip 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 qu'on entendait quand les camions reculaient, c'est le bruit sourd, là, le psh psh. J'ai de la misère à le limiter, là, mais c'est un bruit qui est qui est plus focusé pour le monde qui sont directement à l'arrière des véhicules. Il y a aussi l'obligation là, des camionneurs là, d'avoir des amortisseurs au niveau des panneaux des bennes des camions pour diminuer les claquements. Et aussi, il y a la mise en place là, de caissons ou enceintes là, pour les équipements fixes, là, pour les génératrices, les compresseurs, pour atténuer le bruit au maximum. Puis pour la poussière, là, on demande à l'entrepreneur de maintenir, là, de stabiliser puis de compacter là, les surfaces de gravier ou de sol pour pas qu'il y ait de la poussière là, au cours des travaux. Je vais laisser la parole à ma collègue Segondine. Merci, Denis. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, je vais vous entretenir essentiellement en ce qui concerne les mesures de maintien de la circulation pendant la réalisation des travaux. Donc, les travaux, comme mon collègue Denis l'a mentionné, s'exécuteront à partir du chemin Saint-Louis jusqu'à l'intersection de la rue Marie-Victorin. Dans un premier temps, les travaux commenceront vers le sud, donc à partir du chemin Saint-Louis, on parle d'une fermeture de l'intersection du chemin Saint-Louis et de l'avenue Charles-Huot pendant environ 3 semaines. Donc, pendant cette fermeture-là, des détours principaux sont les détours de la circulation de transit, parce qu'on le sait, on l'a noté, la circulation principale sur Charles-Huot vise à aller chercher le chemin Saint-Louis et ou la côte à Gignac. Donc, pour ces détours-là, les personnes devront aller
chercher, à partir de la côte Aginac, aller chercher le chemin Saint-Louis, la route de l'Église, le boulevard Laurier pour aller rejoindre les réseaux supérieurs. Donc, on parle du boulevard Laurier ou l'autoroute Robert Bourassa. Ceux qui sont plus à l'est, eux, pourront aller chercher l'avenue des Gouverneurs pour aller rejoindre le réseau supérieur artériel, plus celui du boulevard Laurier et Robert Bourassa. Ça, c'est pendant la fermeture de l'intersection du chemin Saint-Louis, Charles Huot. Bien sûr, lors de ces fermetures-là, j'en parlerai un peu plus loin pour, dans le détail des mesures d'atténuation. C'est la présence policière qui est demandée aux heures de pointe pour apporter un peu plus de fluidité dans les mouvements. Ce que l'entrave de 2025 va également apporter, c'est la fermeture de Charles Huot par tronçon. Donc, on parle de tronçons qui n'intègrent pas deux intersections successives. Là, on essaie vraiment d'avancer bout par bout pour s'assurer qu'il y ait toujours une accessibilité aux résidences pour ceux qui ne sont pas vis-à-vis de l'excavation. On parle également d'apporter un détour pour les cyclistes qui, initialement, circulaient sur Charles Huot. Donc, les détours pour cyclistes, je vous en parlerai un peu plus dans les prochaines diapositives. Le détour de la circulation automobile, comme je vous l'avais mentionné, via route de l'Église, il s'agit là principalement de la circulation de transit. La circulation locale, elle, aura d'autres détours dont je vais vous faire mention un peu plus tard. Est-ce qu'on peut aller à la prochaine diapositive? Donc, les impacts appréhendés sur les déplacements sont bien sûr ceux sur le transport en commun, qui va devoir faire des détours. Il y a également les itinéraires facultatifs qui sont limités là pour la circulation de transit dans le secteur. Donc, malgré la signalisation qui sera mise en place, les panneaux à messages variables, la communication sur les itinéraires de détour pour la circulation de transit, nous appréhendons que, à l'initiative des usagers eux-mêmes, qu'ils empruntent certaines rues résidentielles. Bien sûr, cette situation, bien que nous l'appréhendons, nous avons quand même des mesures, des façons de la contrôler, notamment par la vigie policière, dont je ferai mention également ultérieurement. L'autre impact sur les déplacements que nous appréhendons, c'est l'impact combiné avec d'autres travaux qui sont à venir dans le secteur au niveau de l'intersection de l'autoroute Robert Bourassa et le boulevard Laurier. Bien sûr, durant ces travaux, la circulation sera maintenue sur le boulevard Laurier. Seulement, vu que ce sera une situation de chantier, on s'attend à ce qu'il y ait quand même une congestion qui augmente à cause de la présence d'entraves, de perte de voies sur le boulevard Laurier et également une perte pendant un moment durant ces travaux-là de l'accès vers Charles Huot. Prochaine. En ce qui concerne les détours locaux, donc on ne parle plus là de la circulation de transit, c'est-à-dire les personnes qui habituellement veulent aller chercher le chemin Saint-Louis, mais on parle plus du secteur qui est identifié à l'image plus en vert. Donc, les détours locaux se feront via Sauvé, Triquet et via Nel, pour la rue Nel pour aller chercher le boulevard, pour aller chercher le chemin Saint-Louis. On identifie donc le reste du quartier comme un secteur de circulation locale. La prochaine. Pour ce qui est de la mobilité active dans le quartier résidentiel, les axes cyclables existants qui ne sont pas situés sur Charles Huot, bien sûr, eux sont maintenus. Donc, il y a aucune entrave. Là, mon collègue Frédéric l'a mentionné, donc on parlait de chaussées désignées existantes, par exemple, sur Triquet. Ces chemins vont demeurer en place. Maintenant, pour ce qui est des entraves, lorsque les entraves seront sur Charles Huot, la rue Nel deviendra à son tour une chaussée désignée avec une circulation locale. Pareil pour la venue Suzor-Côté
qui, elle aussi, pourra permettre de contourner la zone de travaux lorsque les travaux se rendront plus au nord vers Marie-Victorin. Donc, les vélos pourront également avoir des détours dans les rues résidentielles en chaussée désignée. Idem pour la circulation cycliste qui arrive de la côte à Gignac. Ils auront aussi un moyen de contourner la zone de travaux via la rue Hospitalier. Prochaine diapositive. Donc, comme mesure d'atténuation, nous avons différents outils dans notre boîte à outils. Donc, on parle bien sûr du phasage des travaux. Je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Il ne s'agira pas d'ouvrir à grandeur tout Charles Huyot, c'est d'y aller vraiment phase par phase pour s'assurer le plus longtemps possible de maintenir les intersections ouvertes pour qu'elles restent accessibles, qu'il y ait une circulation transversale qui puisse se faire d'un secteur à l'autre de part et d'autre de Charles Huyot. Également, lorsque les interventions seront réalisées sur le chemin Saint-Louis ou les interventions qui seront réalisées sur Laurier, là, il s'agit d'un autre chantier, la présence policière va venir aider à améliorer la fluidité au niveau des axes artériels. Au niveau du quart de travail, on parle de quart de travail allongé pour libérer les intersections. Donc, on ne fera pas exprès de maintenir une intersection fermée longtemps. Donc, on va vraiment essayer de maximiser les interventions pour le plus rapidement possible libérer les intersections entravées au fur et à mesure que les travaux progressent sur Charles Huyot. Dans les tronçons en chantier, parce qu'une fois que les excavations profondes sont complétées, il y a quand même des travaux de surface qui restent à réaliser. Donc, le secteur reste en chantier, même s'il est ouvert et que l'accès aux résidents est possible. La présence de signaleurs va venir aider justement à diriger les personnes vers leur résidence en les guidant au travers de la zone de travaux. Donc, en plus de la signalisation, et de l'identification des chemins d'accès disponibles, on aura quand même la présence de personnes pour aider les gens à se diriger dans la zone de travaux. On parle d'aménagement de tracés alternatifs pour les transports en commun qui vous seront communiqués par les voies habituelles lorsqu'il y a des variations au niveau des transports en commun. Dans la zone scolaire, donc autour de Triquet, autour du parc également, on parle de l'ajout de mesures de contrôle de vitesse. Donc, outre la vigie policière, on parle d'installation de radars pédagogiques pour venir inciter les usagers de la route à réduire leur vitesse. On parle également d'installer des bollards au centre-voie pour forcer le ralentissement et d'autres avenues que nous regardons pour vraiment venir augmenter la réduction de vitesse sur les axes où on parle là non seulement de chaussées désignées, donc on veut vraiment venir s'assurer que ça circule lentement. On veut également, pour apaiser la circulation, bonifier la signalisation au niveau de certaines intersections. Par exemple, au niveau de la rue Nels, lorsque le détour sera sur cette rue-là, pour aider à l'accès de la circulation sur le chemin Saint-Louis, des arrêts toutes directions peuvent être installés pour, pour aider justement non seulement à l'insertion des usagers qui proviennent des détours, mais également dans le quartier, certaines intersections où il y aura des arrêts 4 côtés pour vraiment venir réduire les conflits et permettre des mouvements de toute approche qui ne soient pas conflictuels. Prochaine. Ça va déjà être tout pour moi. Je laisse la place à ma collègue pour le reste des relations citoyennes et communication. Merci, Segondine. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter les relations citoyennes et les communications qui seront déployées là, dans le cadre du chantier Charles Huyot. Donc, sur le terrain, nous aurons la chance de pouvoir compter sur l'équipe InfoChantier. En fait, lorsque la Ville réalise des travaux majeurs, on fait appel au service de l'équipe InfoChantier, comme ce sera le cas dans le cadre des travaux de Charles Huyot.
Donc, le rôle de l'équipe InfoChantier, c'est principalement d'anticiper, d'informer, d'agir pour minimiser les impacts des travaux sur la vie quotidienne. Donc, c'est grâce à une approche proactive, sur mesure, que les agents InfoChantier s'assurent que les gens qui vivent à proximité de travaux puissent continuer, en fait, leurs activités avec le moins de perturbations possible. Concrètement, l'équipe InfoChantier offre un suivi personnalisé auprès des citoyens, des commerçants. On donne des renseignements sur les travaux, sur les échéanciers. On s'attarde sur vos déménagements, vos livraisons, la collecte des matières résiduelles. On fait aussi des mesures d'atténuation en lien avec la gestion des stationnements lorsque requis. On s'assure que le maintien des mesures de mobilité et d'accessibilité soit respecté pour les cyclistes, les piétons, les automobilistes. Et on prend en charge les signalements et les plaintes. L'équipe InfoChantier est rejoignable via le 311. Comme vous serez à proximité d'un chantier majeur, vous téléphonez au 311 ou vous transmettez une requête par courriel au 311 et c'est l'équipe InfoChantier directement qui va prendre en charge cette demande-là. En fait, l'équipe se promène aussi sur le terrain, fait des interventions proactives, donc pas nécessairement lorsqu'il y a une requête ou quoi que ce soit, mais l'équipe se déplace justement pour offrir un service vraiment personnalisé pour les gens qui doivent subir des travaux. On peut passer à la prochaine, là. Cette année, et vous avez une primeur ce soir, la page couverture de notre guide d'accompagnement dans le cadre d'un chantier majeur. C'est un nouvel outil qu'on va déployer au cours des prochaines semaines. Donc, le but de cet outil-là, c'est d'informer et de sensibiliser les citoyens et les commerçants sur le déroulement d'un chantier majeur dans leur milieu de vie. Plus précisément, c'est de cibler l'importance de la collaboration entre la ville et la population pour que les travaux se déroulent de façon efficace et harmonieuse. Donc, comment... Et, pardon, j'ai perdu 2 secondes, je m'excuse. C'était ma connexion. Vive la technologie. Donc, on va parler également des principes de sécurité à respecter, des conseils pratiques pour minimiser les impacts et du rôle et des responsabilités de chacune des parties dans le bon déroulement des travaux. Donc, vous avez besoin de nous, on a besoin de vous. Donc, c'est un peu comme ça que sera lancé, en fait, le guide d'accompagnement InfoChantier. Il sera disponible en version papier pour les gens qui le désirent, mais on aura également une version en ligne là, pour les gens qui sont plus techno. Voilà. On peut passer à la prochaine. En ce qui concerne les communications, l'objectif dans le cadre d'un chantier majeur, c'est de créer un lien de confiance avec les citoyens. L'équipe InfoChantier le fait, on l'a nommé il y a quelques secondes, mais aussi on va à votre rencontre. Donc, comme dans le cadre de cette séance d'information publique-là. Il y aura également des rencontres de plus grande proximité, donc qui seront réalisées avec des citoyens qui seront un peu plus impactés par les travaux, par nos équipes, que ce soit les ingénieurs, les gens de la foresterie, tout ça accompagné d'un agent InfoChantier lorsque requis. On fait également de la distribution porte-à-porte d'avis de chantier. Donc, en amont du début de la réalisation du chantier, vous recevrez également un dépliant qui viendra reprendre un peu les grandes lignes de la présentation effectuée ce soir, qui viendra aussi préciser certains autres détails qu'on aura à notre disposition lorsqu'on sera un peu plus près de la réalisation des travaux. On tient à jour également un site web, on met à jour les réseaux sociaux, il y a toujours le 3.1 qui est disponible. Et sur le site, il y a 2 types d'affichage. Donc, on parle de signalisation, c'est la portion panneau orange qui est gérée par les entrepreneurs. Et il y a une portion également pavoisement ou affichage qui sera déployé au besoin. Donc, plus pour le rayonnement du projet, mais aussi pour informer s'il y a des kiosques. Pas des kiosques, mais des commerces ouverts et s'il y a des flèches pour mener à des stationnements ou des choses comme ça. On peut passer à la prochaine. Donc, on va être rendu à la page des grands chantiers. Donc, je vous disais qu'on mettait à jour régulièrement la page web qui parle des grands chantiers. Donc, c'est une page web là, où on donne le détail sur les travaux. Il y a un lien aussi sur cette page-là pour accéder aux entraves à la circulation. Donc, vous allez avoir vraiment au fur et à mesure que le chantier avance les entraves où on sera rendu.
Je n'ai plus la présentation devant moi, mais c'est pas grave. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais peut-être la remettre. Ah oui, voilà, merci. Donc, c'était terminé de toute façon pour ce diapo-là. On serait rendu aux prochaines étapes. Donc, en ce qui concerne les prochaines étapes, comme pour tout chantier à la Ville de Québec, donc présentement, on est en processus d'appel d'offres pour la réalisation des travaux. Comme mentionné précédemment, là, on vous rencontre vraiment en amont de la réalisation. Donc, on est à quelques mois encore du début des travaux, mais on souhaitait le faire là, avant l'été parce qu'après ça, c'est un petit peu plus difficile de joindre les gens. Le dépôt des soumissions est prévu pour le 12 juin. Ensuite de ça, il va s'en suivre une analyse de la conformité des soumissions. Ça aura lieu entre le 13 juin et le 1er juillet prochain. Et ensuite de ça, on tombe dans les aléas de l'approbation du contrat par le comité exécutif de la Ville, qui est prévu à ce moment-ci le 2 juillet. Et ensuite de ça, ben là, s'en suivra le début des travaux, donc le choix de l'entrepreneur, etc., etc. Je mentionnais, comme dans tous les chantiers, il y a des risques à considérer. Donc, qu'est-ce qui est à considérer dans le cadre de celui-ci comme dans d'autres chantiers? C'est, mettons, si on fait face à une absence de soumissionnaire, par exemple, s'il y a une non-conformité dans les soumissions ou les soumissionnaires, ou s'il y a un cas, pas un cas, mais un coût important, un écart important du coût en lien avec les estimations initiales qui ont été effectuées par nos équipes. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette présentation. On va maintenant être prêt pour la période de questions. Merci. Parfait, merci beaucoup. Donc, pour la période de questions, je vous rappelle, on vous suggère d'utiliser l'outil questions-réponses et on va pouvoir lire votre question à l'écran. Donc, vous avez en haut une main levée, donc vous pouvez lever la main. Donc, si jamais vous ne pouvez pas utiliser l'outil questions-réponses, vous pouvez lever la main et à ce moment-là, je vais pouvoir ouvrir votre micro, si vous voulez, la caméra également pour poser votre question de vive voix. Il est également, je vais juste vérifier parce que je pense que j'avais une inscription par téléphone, mais je ne vois pas. Non, je pense que la personne n'est pas par téléphone. Donc, en tout cas, dans tous les cas, si jamais par téléphone, ben, c'est étoile 5 pour lever la main. Donc, si jamais quelqu'un veut se connecter. Alors, voilà, donc, on va venir, juste un instant, je vais vérifier. Ben, il y avait une première question. Vous voyez que dans la conversation, dans l'outil questions-réponses, je vous ai mis la présentation, le lien vers la présentation qui est déjà en ligne. Et dès que l'enregistrement va être fini, dès demain, ça va être en ligne également la présentation. Alors, on a une première question de Sébastien Drolet. Est-ce que vous prévoyez un ramassage de la neige au lieu de la souffler sur les terrains comme actuellement? Si on enlève 2 à 4 mètres de terrain avant, ce qui est très significatif, cela diminue fortement l'espace pour la neige de rue. Je peux la prendre. Oui. Effectivement, la ville privilégie souffler la neige sur les terrains. Là. On a quand même plusieurs avantages à ça. Il y a des économies de coûts. Là. Au lieu de venir la ramasser dans des véhicules, c'est très coûteux, mais c'est aussi très on a besoin d'utiliser des camions, des gros camions, des 10 roues, des 12 roues, qui est quand même significatif. Donc, on privilégie le soufflage. Cette méthode-là va rester, mais c'est sûr qu'en diminuant le devant des terrains, la capacité va diminuer. Donc, ça se peut que rendu au milieu, fin de l'hiver, ça se peut qu'on arrête de souffler sur les terrains citoyens. Parfait, merci beaucoup. Alors, on a également, Sébastien Drolet demande également, quand est-ce qu'on saura chacun l'empiètement sur notre terrain? Alors, est-ce que c'est Donc, Frédéric, Dany? ouais, Oui, Frédéric, oui. je peux la prendre. Donc, un petit point, une petite spécificité, là, l'élargissement qu'on fait de la rue, c'est sur l'emprise municipale. Je comprends que c'est devant vos maisons, mais on va interpeller avant les travaux les personnes les plus impactées. Donc, les personnes vont être contactées, c'est ça? Exactement.
Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel. On peut vous répondre aux Oui, besoins vous avez, personne par personne. Là. On reste ouvert à toute question avant les travaux. Bien, oui, puis vous avez mes d'aujourd'hui coordonnées avant. sur la page, donc n'hésitez pas. Moi, je suis en lien avec toute l'équipe de projet, puis je peux leur envoyer selon la nature de la question. Alors, merci beaucoup. Également, Bernard Guay qui demande où trouve-t-on la liste des arbres menacés par le projet? Est-ce qu'il y a déjà des identifications? Ah, on a M. François Légaré, pas du transport, mais bien de la foresterie urbaine. Je m'excuse pour tantôt. Alors, est-ce qu'on peut apporter des précisions là-dessus? Alors, la liste n'est pas mise en ligne, mais actuellement, là, l'ensemble des arbres ont été évalués. On sait quels sont les arbres qui vont être affectés par le projet, pour quelles raisons. Donc, dans beaucoup de cas, c'est la réfection des branchements. Dans d'autres cas, c'est l'installation d'une infrastructure, borne fontaine, lampadaire ou autre chose. Dans le même esprit de ce que Frédéric vous a dit, on va rencontrer les citoyens un à un là, pour leur préciser quel sera l'impact en face de chez eux. Donc, dans certains cas, ce sont des arbres de la ville qui sont touchés, des arbres qui sont dans l'emprise. Dans quelques autres cas, ce sont des arbres sur les propriétés privées à cause de la proximité de leurs racines, entre autres sur les questions de branchement d'égouts. Donc, on ne vient pas perturber la portion privée du terrain. Comme Frédéric vous l'a expliqué, les emprises sont larges, mais on travaille chez nous en contrepartie, comme ça a été dit en début de réunion, pour refaire les branchements d'aqueducs et d'égouts, on se rend jusqu'à la limite de l'emprise. Et c'est dans ce contexte-là, en venant se raccorder à votre section privée de conduite d'aqueduc ou d'égout, qu'on peut avoir des impacts sur les arbres privés. Mais on va donc être disponible pour rencontrer individuellement. Parfait, merci. Également, donc j'ai encore deux questions écrites, puis après, je vois que j'ai des mains levées. Donc, Madame Laura Pomerleau, pour un projet de piscine pendant les travaux, avec qui doit-on communiquer pour valider la faisabilité? Donc, si je comprends bien, vous voulez construire une piscine durant les travaux. Alors, est-ce que... Je peux la prendre si tu Oui, veux. oui, Fanny? Sinon. Mais ça va être avec principalement, là, c'est soit vous faites, quand les travaux ont commencé ou peut-être même avant, vous pouvez directement appeler le 311 puis voir un agent un chantier qui va communiquer avec vous là, pour planifier tout. C'est en début de saison, en fin de saison, des fois, tout dépendant. Là, il y a toujours il y a moyen de trouver un arrangement, là, tout dépendant aussi que c'est en début ou en fin de projet. Là, c'est qu'on est rendu dans les travaux. Fait que ça peut se gérer via l'agent Info Chantier, via le 311. Exactement, Dani. C'est le genre d'approche ciblée qu'on fait avec l'équipe Info Chantier. Donc, vous n'avez qu'à communiquer avec le 311, mentionner que vous êtes concerné par le projet de l'avenue Charles-Huot et on pourra retourner l'appel et faire un suivi là, adéquat avec vous pour s'assurer que tout fonctionne. Parfait, merci. Alors, Madame Michel Bourassa, c'est plus un commentaire. Le soufflage de la neige sur le terrain amène aussi beaucoup d'abrasifs roches qui endommagent nos terrains et amènent des coûts aux propriétaires pour gérer les dommages faits. Est-ce possible de reconsidérer la pratique? C'est sûr qu'on a répondu pour ce soir, mais on prend note de votre Je commentaire. peux Oui, peut-être le prendre, là, oui. Christina. Évidemment, on n'a personne là, pour parler spécifiquement du déneigement ce soir. Donc, c'est une pratique commune à la ville là, de souffler sur les terrains le plus possible. Frédéric a nommé les raisons tout à l'heure, une question de coût, une question d'environnement aussi pour le transport et tout ça. Il y a des moyens qui peuvent être déployés là, par les citoyens pour éviter le plus possible les bris et le quoi faire avec les petites pierres noires là, qui couvrent nos terrains une fois que l'hiver est terminé. Je pourrais vous mettre le lien là, dans quelques secondes, mais on pourra également transmettre vos commentaires là, aux gens responsables du déneigement. Merci beaucoup, Annie. Alors, on a plusieurs mains levées. Donc, Madame Kelly Rourke, suivie de Frédéric Lafrance et Gérald Perron. Je vais vous dire pour vous préparer. Donc, tout d'abord, un instant, je vais vous permettre de... Alors, vous pouvez peser sur votre micro. Ah, parfait. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, moi, j'habite
dans le tronçon sud-ouest de l'avenue Charles-Huot. Mhm. J'ai une question dans le même sens que M. Drolet, puis en fait, quelques autres commentaires là, au niveau de l'empiètement. Moi, personnellement, après plusieurs échanges courriels que j'ai fait de par mon initiative, j'ai finalement su qu'il y a presque 4 mètres de mon terrain avant qui va être pris. Je comprends qu'on dit que c'est de l'empiètement, là, l'emprise de la ville, mais ça reste que, pour ma part, c'est mon entrée d'auto, c'est mon terrain, là. Peut-être pas techniquement, mais alors, 4 mètres, c'est énorme. Pour moi, j'ai pas un énorme terrain, alors c'est près de la moitié de ce qui est en avant de ma maison. Ma question est la suivante. Vous dites que les propriétaires concernés vont être rencontrés. Vous dites ça maintenant que l'option est choisie, puis tout est final, puis on n'a plus rien à dire. Moi, personnellement, je suis pour le réaménagement de la rue, la sécurisation de la rue pour les usagers, oui, mais les résidents surtout. Puis, dans les échanges que j'ai eus, je suis en fait très déçue de comprendre que j'ai pas vraiment un mot à dire. Malgré qu'il y a eu des options qui nous ont été fournies, je n'ai jamais compris à quel point il y aurait un empiètement. Bon, peut-être que les termes ne sont pas techniques, là, mais qu'il y aurait une prise de mon terrain avant, puis je trouve ça désolant. J'aimerais vraiment fortement que ça soit considéré dans le grand projet parce que ça vient personnellement nuire à ma qualité de vie là, comme résidente. Puis j'en parle, j'ai essayé d'en parler par courriel pour éviter de le faire de cette manière. Ça a toujours été mis de côté. Alors, j'aimerais qu'il y ait plus de transparence à cet égard-là et que ça soit fortement considéré. Puis j'aimerais honnêtement que quelqu'un me contacte parce que depuis le début, on dit que ça va être fait. Puis là, ça va être fait une fois que j'ai plus rien à dire. Et je ne le personnalise pas à moi. Je comprends qu'il y a plein de résidents, mais j'entends dire que tout le monde pense de la même manière. On parle de beaucoup d'enjeux, le bruit, le déneigement, je veux dire, Quand vous au-delà dites le bruit pendant les travaux ou non, par la après les suite? travaux, on Parce élargit que. la rue, on se Ah, rapproche des maisons. Je veux dire, je suis pas là mhm, pour argumenter mhm. sur Non, non, mais les je voulais enjeux. juste être sûr de bien comprendre. Oui, oui. Mais ultimement, c'est ça. C'est pourquoi vous dites qu'on va être rencontrés une fois que l'option est choisie. Est-ce qu'on a quelque chose à faire pour venir jouer dans cette emprise-là? Parce que pour ma part, je trouve ça vraiment, en fait, important. Puis j'aimerais le plus possible réduire cette emprise-là de mon terrain en bas. Merci, merci, Madame Roque. Alors, est-ce que c'est sûr qu'effectivement, il y en a eu plusieurs rencontres. C'est que le projet avance, mais c'est là que ça concrétise. Je ne sais pas, est-ce qu'il y avait, on prend le commentaire ou est-ce que, oui, Madame Ben, Mercier-Larouche? oui, je Oui. peux peut-être répondre à Mme Rourke. Merci de votre commentaire, Mme Rourke, parce que je comprends vos préoccupations. Là. Quand ça se passe chez nous, je le disais tantôt d'entrée de jeu, là, quand on a des travaux qui arrivent près de chez nous, on se sent concerné. Maintenant, c'est sûr que je ne sais pas exactement quelle est votre adresse, où est-ce que vous vous situez. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre vos coordonnées tout de suite. On a vos coordonnées puisque vous êtes inscrite à la séance, puis on pourra communiquer avec vous par courriel pour qu'on prenne justement contact, qu'on soit en mesure de vous parler. La seule petite chose que je ne suis pas certaine non plus quand ce que vous évoquez, c'est que si c'est l'Empreiseville, normalement, quelqu'un, je ne me dirige pas directement vers vous, mais ne peut pas appeler ça son terrain à la base. Parce que si c'est une emprise-ville, c'est le terrain de la ville. Je comprends les impacts. Puis c'est pour ça qu'on veut vraiment avoir des approches personnalisées pour vous accompagner là-dedans, pour minimiser tous les désagréments que ça pourrait avoir vers vous. Mais il faut savoir que ce projet-là, ça fait déjà quand même, là, moi, ça fait 4 ans que je suis ici comme conseillère municipale et ça fait déjà 4 ans qu'on est en rencontre avec les citoyens. On l'a dit tout à l'heure d'emblée, là, on a eu au-delà peut-être de 7 séances, 6 séances pour Charles-Huot. Il y a eu des allers-retours en fonction de ce que les citoyens voulaient. Finalement, on est revenu avec une présentation finalement du projet temporaire. Ensuite, on est revenu avec des projets permanents. On a ajouté des modifications à l'égard des préoccupations, des commentaires qu'on avait entendus. Fait que là-dessus, je peux le dire là, qu'on est fiers du travail de collaboration qu'il y a eu avec les citoyens. C'est sûr que ça ne fait peut-être pas l'unanimité. Je pense que l'unanimité, c'est bien rare qu'on l'a totalement, mais ici, je peux l'avancer, qu'on a vraiment eu des bonnes conversations, mais on va continuer la communication. C'est important. Vous l'avez dit, vous êtes préoccupés, il vous manque des réponses. On va s'assurer de trouver les réponses au moins pour que vous puissiez savoir à quoi vous en tenir. Puis, on a déjà pris là, votre courriel pour communiquer avec vous pour qu'on puisse avoir un échange. Merci.
C'est très, très apprécié comme réponse. Puis vous avez complètement raison pour l'emprise. C'est pas l'emprise le problème, c'est la transparence. Puis je suis pas la seule ce soir qui l'a mentionné. On est en attente de savoir c'est quoi finalement qui est pris de cette emprise-là. Et vous avez totalement raison, mais si vous vous mettiez dans mes souliers et c'était chez vous, peut-être que vous réagiriez de la même manière. Et j'ai été à ces 4, 5, 6 présentations. J'ai toujours levé la main avec des questions et positivement. Alors, c'est là que je trouve que finalement, on me donne l'information, mais il n'y a plus rien à faire. Et comme je dis, je suis pour le projet, mais de là à ne pas considérer l'impact sur les résidents, je trouve ça désolant. Honnêtement, même si c'est considéré, c'est nous qui allons vraiment donner jusqu'à 4 mètres de terrain, même s'il ne nous appartient pas, ça reste que c'est notre qualité de vie. Alors, bref, j'arrête de parler, je vais donner la parole aux autres, mais j'aimerais vraiment que ça soit reconsidéré parce que pour moi, c'est un enjeu majeur très important. Merci. Je peux peut-être rajouter quelque chose. Là. Ça a fait beaucoup partie de nos réflexions. Des fois, ça paraît pas beaucoup parce qu'on arrive avec un résultat, mais on y a beaucoup réfléchi. Puis, ce problème-là, on le retrouve principalement dans le sud de l'avenue Charluot parce que on est un peu impacté par l'historique parce qu'on a un désaxement de l'avenue Charluot dans le sud. Donc, l'emprise municipale, notre rue se situe beaucoup plus à l'est. Donc, on n'a pas le choix d'aller plus vers l'ouest. Puis, je ne sais pas si peut-être porter une attention, là, mais les maisons du côté est sont plus près de l'avenue Charluot. Donc, c'est pour ça qu'on arrive avec un problème un peu plus... c'est un peu plus impactant pour les maisons de l'Ouest, là. Mais on y a beaucoup réfléchi, là. Malheureusement, puis ça a fait partie de notre réflexion, là. Je sais que c'est difficile, puis je trouve ça plate pour vous aussi, là. Je suis franc avec vous. Non, c'est gentil. Mais... D'ailleurs, je ne sais pas si c'était vous, mais quelqu'un me l'avait expliqué que ça avait été plus, évidemment, dans le sud, l'impact, puis c'est pour ça qu'il y avait des stationnements là. Ce qui est à considérer, par contre, c'est que moi, mettons, je perds un stationnement en ce moment. Alors, nécessairement, je vais me stationner dans la rue. Les 9 cases qu'il va avoir, c'est moins que ce qu'on a en ce moment dans la rue. Alors, ça va être rempli. Je veux juste communiquer un peu l'insatisfaction de tout ça. Puis, je sais qu'il n'y a rien de parfait, mais vraiment, c'est un enjeu. Puis, je ne pense pas que je suis la seule. Alors, je laisse ça comme ça. Je donne la parole. Je suis désolée d'avoir pris autant de temps. Mais... Non, mais on est là pour ça, Madame Rock. Donc, il n'y a vraiment aucun problème, là. Merci beaucoup. C'était déjà prévu qu'on communique avec vous. Oui, en fait, comme on vous le dit, on n'est comme pas rendu là. On voulait faire la rencontre un peu avant, avant que les gens partent en vacances et tout ça, mais c'est bien avant les travaux, là. Donc, cette étape-là suivra. Mais c'est sûr que c'est un peu comme ça partout, je vous dirais. Ça veut dire, par exemple, si on aurait communiqué avant, si par exemple, ça prenait des acquisitions, si on aurait voulu acheter une partie de votre terrain pour faire ça, ce qui se fait ailleurs dans d'autres cas. Dans d'autres cas, on n'a pas assez d'emprise et la ville doit aller négocier des ententes pour acheter. Donc, dans ce cas-là, c'est sûr que ça se fait un peu avant. C'est plate que l'emprise est si grande devant vous, là, le terrain de la ville, là. Alors, voilà, merci beaucoup. Alors, on va continuer avec M. Frédéric Lafrance. Je vais vous mettre à l'écran un instant. Ah, non. Oui, M. Lafrance, est-ce que vous êtes capable d'ouvrir votre micro si vous souhaitez la caméra? Alors, il y a un petit micro en haut. Si jamais vous n'êtes pas capable de l'ouvrir, on dirait que la caméra je ne sais pas pourquoi, je suis capable de l'activer en ce moment. Ah, OK, il n'y a pas de problème. Parfois, quand on se connecte, parfois, quand on se connecte, il faut donner l'autorisation. Donc, peut-être que ça n'a pas été le cas. Mais on vous entend très bien. OK. Merci. Puis, je voulais revenir un peu sur ce que Mme Larouche avait dit en début de rencontre. Puis en fait, je voulais prendre le temps de la remercier, en fait, pour tout son support là, tout au long du projet. Effectivement, je pense que ce projet-là, c'est un bel exemple de collaboration entre citoyens, puis élus et professionnels de la ville. Puis j'ai également aussi, en fait, je supporte aussi ma voisine, là, Mme Rook, qui est allée récemment, c'est que effectivement, je suis un peu d'accord avec elle au niveau de parfois la communication pourrait être améliorée ou la transparence peut-être dans certains égards, du moins pour mieux comprendre qu'est-ce qui va arriver sur nos terrains, par exemple, ou l'impact sur les terrains des gens, mais somme toute, on est vraiment content que le projet de l'avant, puis
je pense que c'est vraiment un super beau projet pour le quartier au complet. Donc, voilà, ça, je voulais mentionner ça d'emblée. Puis, j'ai plusieurs questions, en fait. Première question, c'est, on mentionne, en fait, les travaux en 2 phases. Une première en 2025 pour tout le tronçon sud, jusqu'à Marie-Victorin, un peu plus. Est-ce qu'on prévoit réaliser l'ensemble des travaux pour cette phase-là? Donc, est-ce que, par exemple, le pavage, les trottoirs, tout va être fait, en fait, à la fin de cette phase-là, ou on prévoit, par exemple, faire les infrastructures, faire le pavage en 2026? Donc, première question, c'était dans ce sens-là. Oui, je vais prendre la question. Oui, c'est prévu que tous les travaux soient faits en 2025 pour le tronçon qu'on a parlé. Puis il va même avoir, on appelle ça une phase de transition là, pour jumeler les 2 infrastructures, la vieille géométrie et la nouvelle géométrie. Là. Il va y avoir du pavage temporaire entre les 2 sections là, pour que ça marche là, OK. pendant la période hivernale. Là. Fait que c'est prévu comme ça dans le contrat. Parfait. C'est bon. Merci. En fait, pour les résidents qui sont impactés, on parlait de l'emprise tantôt, mais par les arbres, au niveau des arbres qui vont être touchés. Puis là, je suis content de voir là, qu'on se rencontre avant les travaux, avant les vacances, mais est-ce que justement rencontrer les gens va se faire? Parce qu'en fond, c'est ça, là, les gens aussi partent en vacances cet été. Est-ce qu'on prévoit les rencontrer juste un peu avant ou dès que le contrat est octroyé, on essaie de contacter les gens? C'est quoi un peu l'échéancier qui est visé, dans le fond, pour rencontrer les gens, pour les arbres? Je peux. Martin? Est-ce qu'on m'entend? Christina, peux-tu activer ma Oui. caméra? Oui, s'il te plaît. Oui, Alors, un instant, c'est parce que je ne peux pas mettre plus de monde à l'écran, je pense. Attendez juste un petit peu. mais tout au moins, les gens peuvent m'entendre. Oui, Ça va on être vous correct. entend. Alors, Ah oui, je peux. merci. C'est bon. Monsieur Lafrance, alors à ce moment-là, oui, les rencontres vont se faire préalablement, elles vont se faire rapidement parce que vous devez comprendre que une des premières interventions qui se fait dans le cadre des travaux, c'est les questions concernant les arbres. Il y a certains de nos travaux qui consistent à élaguer pour être sûr qu'il n'y ait pas de dommages causés par les hauteurs parfois un petit peu plus hautes là, de véhicules ou de machinerie pour l'excavation, de même que s'il y a lieu des abattages. Donc, c'est une étape préalable extrêmement importante. Vous serez donc rencontrés rapidement. On va établir notre échéancier avec l'équipe du 3-1 d'Info Chantier et très rapidement, vous serez contactés. Parfait, c'est super. Puis dans le fond, les travaux, on prévoyait fin août plutôt ou début août? Début août, OK. C'est prévu le 5 août, directement en OK. revenant les vacances de la construction. OK, c'est bon, parfait. Merci. Donc, nos rencontres vont se faire préalablement à ça, mais généralement, pour diminuer les impacts sur la qualité de vie, on essaie de réaliser comme tel nos travaux. Donc, on avertit avant, mais on fait les travaux le plus possible dans les jours qui précèdent. Ça minimise aussi les dérangements au niveau de circulation. Donc, on essaie de coordonner nos interventions en arboriculture avec les premières installations de chantier. Donc, on évite le dédoublement des entraves à la circulation. Et on veut être aussi efficace là, pour les rencontres, autant les gens qu'on a besoin de rencontrer pour les arbres, pour les stationnements, pour l'emprise, etc. Donc, on veut coordonner vraiment les rencontres pour éviter de cogner chez les citoyens à plusieurs reprises. Là. Donc, il va y avoir un calendrier là, qui va être établi là, au cours des prochaines semaines pour justement maximiser les rencontres qu'on va faire avec vous. Merci pour les précisions. Merci, M. Merci. Lafrance. Merci. Merci beaucoup. Donc, avant de prendre une autre question, puisque M. Légaré est à l'écran, j'avais une autre question sur les arbres. Quand auront lieu les rencontres sur les arbres, mais pour la partie nord? J'imagine que c'est avant les travaux, mais la partie nord, là, donc de 2026, ça va être la même chose que présentement? Oui. Exact. Donc, avant les travaux qui sont prévus, pour l'année prochaine, est-ce qu'on a déjà le calendrier ou c'est trop tôt? C'est trop tôt. Je pense qu'on les travaux de la partie nord, là,
c'est toute principalement la rencontre citoyenne qu'on a aujourd'hui, c'est aussi pour les travaux globaux, mais pour les impacts, c'est plus pour la partie sud Pour la partie du on sud. va revenir, je pense, l'année prochaine là, pour une autre rencontre. Là, Alors, c'est pas fini les rencontres. Non, on fera une autre c'est ça, voilà. on fera une autre rencontre en 2026 pour parler des travaux à pertinent. ce moment-là. Donc, encore une fois, là, comme M. Légaré le disait, les rencontres pour les arbres vont avoir lieu juste en amont des travaux. Les travaux d'élagage, etc., seront directement tout près là, du début du chantier en tant que tel. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre aussi les deux autres questions que je vois par écrit aux commentaires. Donc, c'est Charles Morin qui dit Madame Rourke a raison, pourrions-nous avoir une seule piste cyclable et ainsi diminuer le besoin d'emprise en partie? Alors, est-ce que c'est Frédéric qui pourrait répondre? C'est sûr que ça, les scénarios ont été quand même pas mal évalués puis arrêtés. Effectivement, ça a été analysé dans les dernières séances. Là, on avait présenté. Puis, c'est pas un scénario qui avait été retenu. Puis, il y avait quelques citoyens aussi qui avaient été défavorables à avoir une piste cyclable bidirectionnelle. C'est ça? Puis, il y a plusieurs raisons pour qu'on n'ait pas allé vers celle-ci. On parlait. Il y a deux choses. Là. Il y a une piste bidirectionnelle et une piste bidirectionnelle ou cyclo-piétonne. Donc, on mélange les cyclistes et les piétons. Donc, ça, avec l'école, on était. Puis, les débits de piétons et de cyclistes, on était défavorables. Sinon, une piste bidirectionnelle, au niveau des intersections, on a quelques enjeux, quelques conflits avec les automobilistes. Donc, puis ça avait été soulevé aussi par des citoyens, donc on l'avait mis de côté. Puis on avait aussi les impacts au niveau des entrées, donc on aurait un effet de vague à chaque entrée, ce qui est un autre effet négatif. Donc ça l'avait été mis de côté. Principalement pour des raisons de sécurité, oui, c'est ça que ça avait été mis de exactement. côté. Si je peux me permettre, Christina, aussi dans la descente des enjeux de sécurité avec les entrées charretières, on sent qu'il y a des cyclistes qui peuvent arriver à bonne vitesse et que les automobilistes, quand ils reculent sur leur entrée, c'est pas nécessairement le côté qu'ils sont habitués de regarder. OK, je ne peux pas vous mettre à l'écran, on est trop Ben, nombreux. si vous m'attendez, c'est correct. Donc, c'est ça. Il y a une question aussi de dangerosité dans la pente avec les multiples entrées charretières. Donc, ça fait que ça fait des angles morts là, qui peuvent avoir en plus de tout ce que Frédéric a nommé précédemment. Parfait, merci beaucoup. Puis peut-être aussi en lien avec les arbres puis les emprises, Sébastien Drolet demande est-ce qu'il serait possible d'avoir un plan ou un schéma des modifications d'emprise sur le terrain et qui pourrait indiquer les abattages d'arbres aussi? Ça éviterait plusieurs échanges individuels. C'est sûr que je pense que les échanges vont devoir rester parce que c'est quand même du cas par cas. Mais en tout cas, on prend votre suggestion. Oui, Annie? Est-ce que. En fait, on trouvait ça un peu délicat là, de présenter un plan maison par maison. On serait quand même tombé dans du cas par cas. Donc, c'est pour ça qu'on privilégie les échanges en direct avec les citoyens impactés, là, que ce soit les arbres ou les stationnements. Là. Donc, c'est une décision qui a été prise là, lorsqu'on a monté la présentation. On pense que ça leur induit encore plus de questions. Là, fait qu'on privilégie les rencontres de personne à personne. Puis c'est toujours plus, ça veut dire, on comprend mieux son cas. On ne pouvait pas discuter tous les cas dans une rencontre publique, alors que dans une rencontre personnalisée, mais on peut justement faire part des particularités de son terrain. Puis parfois, on dit là, il y a toujours de l'eau qui se ramasse. Ah, ben on pourrait peut-être. Donc, c'est vraiment, on rentre plus dans du cas par cas qui c'est plus profitable pour tout le monde. Alors, merci. Je me permets une petite intervention minime, François Légaré, de la foresterie urbaine. Je suis dans le domaine, j'ai regardé les plans qu'on a préparés et puis je peux vous dire que ces plans-là seraient extrêmement complexes à comprendre parce qu'il y a beaucoup d'informations. Donc, la rencontre individuelle s'impose pour la compréhension. Même nous autres dans le domaine, c'est des plans difficiles à suivre. Parfait, merci beaucoup. Puis une autre question écrite, Alexandre Lemieux, qui demande concernant l'éclairage, est-ce que des relevés photométriques ont été réalisés? Est-ce que l'éclairage de l'avenue sera similaire ou intensifié?
Je peux répondre. Je n'ai peut-être pas la réponse exacte à la question, mais oui, il y a une étude photométrique qui a été faite au niveau du projet. Est-ce que ça va être diminué ou ça va être la seule réponse que je peux donner, c'est que ça va être conforme aux réglementations au niveau de l'éclairage public, là, au niveau de l'éclairage des trottoirs, des pistes cyclables. Là, ça rencontre les exigences là, qu'on s'est mis à ce niveau-là, mais est-ce que c'est plus ou moins, ça, j'ai pas la donnée exactement. Là. On va être conforme à ce qu'on exige là, au niveau des axes publics. Merci beaucoup, Dani. Alors, on a une main levée de Gérald Perron. Alors, si vous voulez ouvrir votre micro, si vous souhaitez la caméra, sinon au moins le micro pour qu'on puisse vous entendre. Oui? Oui, c'est fait. M'entendez-vous? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est pour savoir, il y a est-ce que vous allez garder les deux réseaux d'Acadie et d'égouts parallèles ou on va devoir se relier au nouveau système? C'est une bonne question. Alors, oui, Dani? Non, ouais, nous on va brancher votre résidence sur le réseau domestique comme c'était avant. Mais si vous voulez faire des rénovations et me brancher sur le réseau pluvial, vous allez avoir la possibilité dans le futur parce qu'il va y avoir un deuxième réseau. Mais vous n'avez pas de travaux de plus à faire là, sur vos résidences à ce niveau-là. Là, si vous faites une mise à niveau de votre résidence ou il y a différentes cas de figure, vous mettez votre maison à terre, vous la reconstruisez, vous avez la possibilité de mettre un branchement pluvial. C'est principalement à ce niveau-là, mais on n'a pas le choix là, quand on dédouble les réseaux de sortir des branchements. On va les boucher, mais on fait ça jusqu'à l'emprise municipale. Donc, juste pour bien comprendre, donc il n'y a pas de travaux prévus à court, moyen terme que les gens doivent faire, là. Non. C'est à leur disposition s'ils souhaitent, mais il n'y a pas d'obligation, c'est ça? Pas d'obligation, parfait. Exact. Merci beaucoup. Merci, M. Perron. Alors, je vais inviter Mme Jarrett Drury. Un instant, je vais vous mettre à l'écran. Je suis à l'écran, oui. Bonsoir, Mme Drury, qui est la présidente du Conseil des quartiers de Sillery. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, c'est ça, le Conseil de quartier et la table de consultation vélo ont adopté une résolution conjointe là, pour exprimer quelques préoccupations concernant la sécurité des aménagements cyclistes qui nous ont été proposés à la dernière séance, je pense que c'était cet hiver. C'était surtout par rapport à l'entrée et la sortie de Charlevoix, les intersections en haut avec Laurier, puis en bas avec le chemin Saint-Louis, et les stationnements qui vont être les stationnements sur rue qui sont sur les deux endroits. Puis notamment pour les 16 stationnements en bas de la côte en particulier, étant donné d'autant plus que c'est comme on a dit un peu plus tôt, tout le fait que c'est une côte et c'est désaxé aussi. Là. Mais puis notre préoccupation est beaucoup pour aussi les enfants parce que c'est une corridor scolaire pour se rendre à l'école Saint-Yves. Alors, actuellement, les enfants circulent sur le trottoir. Alors, si ce n'est pas assez sécuritaire, ils vont devoir continuer sur le trottoir. Vous dites qu'ils circulent en vélo sur le trottoir, c'est ça? Oui, excusez-moi, oui. Puis, on avait été contacté par une résidente en bas de la côte, du côté sud-est, qui a été en contact avec d'autres citoyennes et qui avaient la même préoccupation et qui nous a dit que les résidents n'avaient pas besoin de ces stationnements-là, et qu'ils ne les souhaitaient pas. Alors, en fait, on se demande, les 16 stationnements, avez-vous une idée de c'est à qui? C'est qui a besoin de ces stationnements-là? Parce que, il y a le centre d'achat, il y a l'école, je ne sais pas, mais en tout cas, on considère que c'est problématique au niveau de la sécurité
pour la piste cyclable à cet endroit-là. Est-ce que vous pouvez me donner des renseignements à ce sujet-là? Je Oui, peux Frédéric, prendre oui. la question. J'ai pas fait toutes les présentations, mais je les ai écoutées. Puis ça a été soulevé qu'il y avait des besoins de stationnement. On n'a pas un grand taux d'occupation, mais on a quand même quelques véhicules qui se stationnent. Puis les citoyens avaient mentionné le besoin d'avoir un peu de stationnement sur rue sur Charluot. Le choix du côté, pour ce qui est du côté, la partie sud de Charluot, on a choisi du côté droite, donc du côté est de Charluot, vu qu'on est dans la partie montante, donc on s'attend à ce que les véhicules habituellement circulent un petit peu moins vite. Puis même les cyclistes aussi ne vont pas accélérer en descendant, donc on diminue les risques. Donc on juge que l'aménagement est sécuritaire. Puis pour ce qui est des écoliers, on améliore la situation existante. En ce moment, présentement, le Charluot, on a une chaussée désignée, donc c'est le partage de la chaussée entre les automobilistes et les cyclistes. Là, on vient vraiment mettre une voie dédiée aux cyclistes. C'est sûr qu'il y a certains moments où les véhicules, soit pour se stationner sur la rue ou dans leurs entrées privées, devront croiser la piste cyclable, mais c'est des moments ponctuels. Donc, on vient améliorer l'existant de façon sécuritaire. Pour ce qui est de l'intersection avec Saint-Louis, je ne l'ai pas mentionné, mais on vient bonifier quand même l'aménagement. On vient mettre du marquage de type SAS là, avec du marquage vert pour mettre des espaces cyclistes puis bonifier la visibilité des traverses cyclables. Donc, il y a eu un effort qui a été mis là. On a aussi des intersections surélevées qui ont été rajoutées à Triquet et Marie-Victorin là, pour augmenter la sécurité de nos écoliers. Et est-ce que, parce que l'intersection de Saint-Louis et Charlevoix est assez dangereux, en tout cas, on a beaucoup de témoignages des gens qui considèrent, même pour les automobilistes, là, qui nous parlent de ça. Là. Je ne sais pas si vous avez, c'est bien un SAS vélo, je ne sais pas si vous avez analysé ça un peu plus ou si c'est... si vous avez des analyses là-dessus. On l'a regardé, on vient faire des interventions mineures. Là, le projet n'inclut pas l'intersection Saint-Louis. On fait des conduites, mais on ne vient pas refaire l'intersection au complet. Ce n'était pas dans le mandat du projet. OK. Mais je pense qu'on aimerait signaler le besoin. Puis aussi en haut, avec Laurier, puis Charlevoix, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues pour cette intersection-là? Avec Laurier? Oui. Le petit Laurier, en fait. Oui. Là, ça... Faudrait que je vais vérifier un élément que je ne suis pas certain. Là, je ne vais pas vous dire de mensonges. Puis je vous reviens d'ici la fin de la rencontre. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Drury. Peut-être je vais prendre une autre question écrite en attendant de Mme Michel Rochon. Ce serait bien que l'éclairage soit bonifié avec des lampadaires élégants à haute efficacité énergétique. Alors, c'est plus un commentaire pour compléter ça sur l'éclairage. Alors, M. Bernard Guy, donc je vais vous afficher à l'écran. Attendez juste un petit peu. Puis vous allez pouvoir ouvrir votre micro pour poser votre question. Bonjour. Bonjour. Oh, m'entendez-vous? Très bien, puis je suis contente de voir que vous avez réussi à vous brancher, là. Oui, la base technologie a quand même un moyen de contourner. Écoutez, pour m'inscrire un peu en faux contre la vision un peu jovialiste là, qui est entendue sur l'agrément à l'acceptation sociale du projet, c'est probablement vrai dans la section sud de la rue Charliot, mais pour avoir été impliqué plusieurs années dans les comités de vigilance du quartier, je sais que dans la partie nord, le projet est beaucoup plus controversé, si on peut dire. Là. On a l'impression des fois d'être les cobayes d'un projet chromé de pistes cyclables sans tenir compte nécessairement des multiples inconvénients que ça peut nous causer au niveau de la restriction de notre entrée pour nous stationner. Moi, personnellement, je
pouvais caser 2 autos, je vais peut-être pouvoir en caser une avec la nouvelle configuration. J'espère, en tout cas, étant donné que le projet de la partie nord est décalé, qu'on aura des chances d'amadouer le maire Ahmad pour que le projet puisse être revu Bon, dans monsieur, un sens j'aimerais juste plus qu'on ne fait pas facile. de politique ce soir, monsieur Gay, OK? Peu Non, importe j'aimerais juste qu'on revient au projet, d'accord? oui, OK. Mais en tout cas, Merci. j'espère, c'est un jeu de mots, là, vous l'avez bien compris, un calembour. Mais en tout cas, moi, je trouve que finalement, que le fait qu'on attende jusqu'à l'automne, enfin, assez tardivement pour connaître quand est-ce que nos arbres vont être menacés ou pas, là, je trouve que c'est assez ordinaire. En tout cas, c'est surtout un commentaire parce que finalement, écoutez, on voit bien que le projet est décidé. On voit aussi que beaucoup de gens dans ma section de la rue là, prennent peu à peine de participer aux séances de consultation. C'est un peu aseptisé. Là. Ça fait en sorte que finalement, tout est joué. Mais en tout cas, on va juste à se croiser les doigts en espérant que nos vies ne seront pas trop saccagées. Alors, c'est ça. Merci, M. Gay. Je voulais juste vous dire, c'est sûr que là, on est à l'étape séance d'information. On est en bout de processus. On n'est plus aux étapes où on recueille les commentaires, le besoin. Donc, le projet a évolué. Donc, on est en période d'information. Puis quand on dit qu'on rencontre les gens, c'est souvent ma aide cèdre, comment on pourrait la sauver aussi. Donc, c'est mon entrée, j'aimerais que ça soit reconfiguré de cette façon. Donc, parfois, c'est ce type de c'est ce petit ajustement personnalisé qui peuvent être faits, mais on n'est plus à l'étape, est-ce qu'on met ou non une piste cyclable, tout ça. Là. Mais en tout cas, on prend note de votre commentaire pour la partie nord. C'est sûr que pour la partie nord, ben, on vous a invité tout le monde ce soir, mais ça va être plus l'année prochaine. Donc, on va devoir se revoir, M. Gay, pour les travaux plus détaillés pour cette section-là. Alors, est-ce qu'il y avait des représentants de la ville qui souhaitaient intervenir en réponse? On prend le commentaire. Oui, Mme Moi, ce que je dirais, puis tu sais, chaque avis compte hein, en passant, puis tout avis est légitime. Là, vous avez le droit d'avoir amplement votre point de vue, M. Gay, puis je le respecte autant que tous les autres. Mais sachez que spécifiquement dans Charliot, je peux vous dire, on a eu une démarche citoyenne impeccable. Puisque depuis le début, premièrement, c'est un projet qui est né des citoyens. Je l'ai mentionné dès le départ, c'était une mobilisation citoyenne. Donc, il y a eu plusieurs itérations, tu sais, on a dans le projet de réaménagement de Charliot, et c'était pas pour des pistes cyclables, c'était vraiment ce qui nous a dirigés dès le départ, c'était un projet pour la sécurité, finalement, sur la rue Charliot, parce qu'il y avait des problématiques qui étaient là depuis quand même quelques années, que plusieurs citoyens décriaient malheureusement. Il y a même eu des accidents sur Charliot qui nous ont été rapportés. Donc, pour ça, la Ville a agi. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un accident plus grave avant d'agir. Donc, c'est ce qu'on a fait sur Charliot. Même que si vous me posez la question, j'aurais voulu qu'on fasse les travaux bien avant aujourd'hui, 2025, parce qu'on serait venu davantage répondre aux commentaires des citoyens qui nous ont demandé d'agir. Bien, on a agi et on le fait vraiment de concert avec les gens qui étaient situés sur Charliot. Puis je peux vous dire que majoritairement, c'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui se présente lors des consultations citoyennes, mais majoritairement, les commentaires étaient positifs. C'est sûr, je le disais tantôt, jamais un projet peut faire l'unanimité, puis il faut respecter la divergence des points de vue. Mais ici, je pense que c'était une bonne démarche citoyenne qu'on a menée. Alors, merci, M. Gay. Avant d'inviter à nouveau M. Frédéric Lafrance, j'aimerais lire 2 autres questions écrites aux commentaires. Jonathan Derry, je trouve décevant que le plan soit final alors que l'impact sur le résident n'ait pas été clairement communiqué au préalable. Il est important de considérer les besoins des usagers cyclistes, mais ça semble avoir été fait au détriment des résidents et de leur propriété. Alors, c'est un commentaire. Je ne sais pas si... Je peux peut-être réagir, oui. Oui, je peux peut-être la prendre, Christina. Évidemment, Maud a répondu à une certaine portion de la question ou du commentaire là, avec son intervention précédente. Puis c'est sûr quand on fait un projet de réaménagement, on vient bouleverser un peu le quotidien des gens. Par contre, la conception d'un projet comme ça, ben, ça repose là, sur
un équilibre entre les besoins qui ont été exprimés par les citoyens et les citoyennes qui ont participé aux séances précédentes, les réalités du terrain. On a nommé tout à l'heure qu'il y avait une portion de la rue où l'emprise est très large, l'emprise municipale. Puis le résultat qu'on a aujourd'hui, c'est l'intégration de multiples facteurs. Évidemment, et si dans l'ordre, si on avait pu vous rencontrer avant, on n'était pas rendu là dans le processus, mais si on avait pu vous rencontrer avant, on l'aurait fait là, en amont de la rencontre, mais sachez que ça s'en vient. On va venir vous voir là, très, très, très prochainement. On l'a nommé tout à l'heure, en équipe, donc pratiquement en délégation là, pour pouvoir répondre à la majorité de vos questions directement sur place. On va prendre le temps qu'il faut pour répondre vraiment à vos interrogations puis regarder avec vous les plans. Merci, merci Annie. Également, une question de Sébastien Drolet. Est-ce que les fils de lampadaire seront enfouis? Peut-être que c'est Dany. Attendez, je vais. Oui, effectivement, les fils de lampadaire vont être enfouis, là, comme tous les nouveaux projets qu'on fait. Là, il y a peut-être juste sur les quand il y a des poteaux, on appelle des poteaux de téléphone, on va dire, où il y a des unités publiques, des fils de Bell, d'Hydro-Québec. Ceux-là ne sont pas enfouis, là, mais je pense, de mémoire, on n'a pas sur le projet, mais les lampadaires seront enfouis là, à ce niveau-là. J'espère que pas les lampadaires qui seront enfouis, c'est les fils de lampadaires. Ouais. Parfait. Parfait, merci beaucoup. Alors, je vais retourner aux mains levées. Monsieur Frédéric Lafrance, je vous ai déjà à l'écran, donc vous allez pouvoir. Oh, pardon. Oui, allô, merci. Merci à nouveau de me laisser la parole. Je voulais juste rappeler à mes voisins là, que collectivement, on avait décidé ensemble, là, il y a quelques années, là, des scénarios optimaux, puis on avait fini par se suivre sur celui-là. Puis, peut-être que ça aurait pu, si on revient en arrière, peut-être que ça aurait pu être mieux montrer les impacts, mais ça reste que, somme toute, ça va être positif. Puis, moi aussi, là, ça nous fait peur parfois le changement un peu de ça va avoir l'air de quoi, etc. Mais je pense que ça va être positif, puis on va être content du projet. Donc, je voulais juste mentionner ça comme d'emblée. Puis sinon, ça me fait penser un peu, est-ce que ça serait possible? Parce que là, on a montré quand même certaines nouveautés dans la présentation aujourd'hui, mais on n'a pas nécessairement une vue des plans finaux. Ça va avoir l'air de quoi exactement? Ou concrètement, un peu, par exemple, les expositions qui vont être aménagées. Donc, on a des vues, mais on n'a pas de vue, par exemple, aérienne ou en plan. Je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir accès peut-être à ces plans-là pour mieux comprendre. Donc, c'est ça ma demande, si on veut. Là. Merci. Merci, M. Lafrance. Alors, on prend note de vos commentaires. Je vais juste vérifier s'il y a d'autres questions. Je ne vois pas d'autres questions par écrit. Je ne vois pas d'autres mains levées. Alors, Christina, je pourrais juste revenir sur. Tantôt, je disais que je reviendrais sur une question pour l'intersection du Petit-Laurier et de Charluot. Donc, dû au fait qu'on a une voie cyclable qui est dédiée aux cyclistes, on est capable de mettre la ligne d'arrêt des cyclistes. En fait, de maintenir la ligne d'arrêt des cyclistes au même niveau qu'avant avec les automobilistes, mais la ligne d'arrêt des automobilistes, on va la reculer. Donc, comme ça, on est capable de mettre visibles nos cyclistes devant les automobilistes, puis d'éviter des fois des virages à droite ou à gauche un peu plus serrés sur nos cyclistes. Donc, le but, c'est vraiment de donner une meilleure visibilité à notre mobilité active, puis en reculant aussi notre ligne d'arrêt, la ligne d'arrêt des automobilistes, on est capable de donner plus de visibilité aussi aux piétons. Parfait, merci beaucoup. Ah, j'ai une autre main levée. C'est Mme Mary Shee. Bonsoir, attendez un petit peu, je vais vous mettre à l'écran. Oui, alors Mme Shee, vous allez pouvoir ouvrir votre micro. Caméra si vous souhaitez. Alors, est-ce que vous êtes capable d'ouvrir votre micro, Mme Shee? Il doit y avoir une icône de micro si vous posez dessus.
Ouais, c'est peut-être qu'en vous connectant, je vous demande si vous permettez d'ouvrir micro et caméra, puis là, il faut accepter parce que sinon, vous n'êtes pas capable. Alors, peut-être nous envoyer la question par écrit ou vous pouvez me la faire parvenir après, puis je vais pouvoir la transmettre à l'équipe. Ça marche toujours pas, Madame Shea? On ne vous entend pas. Je suis désolée. Alors, je vais regarder si vous le mettez par écrit. Sinon, comme je vous dis, vous allez pouvoir me la transmettre par courriel. Ça va me faire plaisir de la transmettre à l'équipe. Ah, OK. J'ai une autre question de Sébastien Drolet. Pour planifier les rencontres, pour avoir des informations précises, à qui peut-on écrire quel email? C'est ça qu'on a mentionné le 3 ans, mais je vais te laisser à Annie. En fait, on va établir une liste là, au cours des prochains jours là, de gens à aller rencontrer. Donc, on va venir vers vous, M. Drolet, là, nécessairement, on va vous contacter. Si on ne réussit pas à prendre rendez-vous, normalement, notre pratique, c'est de laisser un accroche-porte pour vous dire on a tenté de vous joindre, on vous laisse nos coordonnées, on veut vous parler pour telle raison. Donc, c'est sûr qu'on va réussir à se parler là, au cours des prochaines semaines. Là. L'objectif, c'est qu'on fasse vraiment le tour des gens qui ont besoin qu'on vienne leur présenter les choses. Donc, c'est par une accroche-porte ou en allant, Oui, si ou la en personne prenant est là, rendez-vous. Normalement, on fait les premières approches directement sur le sur terrain le et terrain. tout ça. Donc, oui, on a déjà des bonnes pratiques établies pour ça. Là. Mais si jamais vous voulez quand même déposer votre demande de rencontre, là, vous pouvez quand même contacter le 3-1 puis le mentionner. Là. Il n'y a pas de souci. Mais on ne vous oubliera pas, promis. Parfait. Donc, sachez qu'il y a toujours le 3 à 1. En fait, c'est que lorsqu'on a un chantier et que l'équipe InfoChantier est impliquée, il y a une fiche d'information au 3 à 1. Donc, quand vous appelez au 3 à 1, vous dites pour quel projet, bien, ils sont capables de vous référer au bon agent qui s'occupe de votre projet puis qui a un lien direct avec l'équipe. Donc, Exactement. ça ne tombe C'est pas une, dans une boîte commune, là. Soyez sans crainte si vous dites que c'est pour ce projet et que vous souhaitez prendre rendez-vous, tout ça, vous appelez, puis on va pouvoir faire le lien rapidement. Donc, c'est ça. Le mieux, c'est le 3-1-1. Oui. Ou comme Annie disait, donc si vous voyez un agent qui vient sur votre terrain ou un accroche-porte, là, donc vous allez avoir les coordonnées. Tout à fait. Alors, Normalement, l'équipe InfoChantier intervient un petit peu plus proche du chantier, donc un petit peu vers peut-être un mois avant pour faire une collecte de besoins pré-chantier qu'on appelle pour qu'on signe tout ça dans des dossiers particuliers. Dans ce cas-ci, on va se joindre aux autres équipes là, de la ville pour aller faire les rencontres en même temps. Donc, ça va être une synergie avec les différents services de la ville. parfait. Merci beaucoup. J'avais une autre main levée de Mme Janet Drury. Oui, bonsoir. Oui, en fait, je viens de parler avec Mary. C'est parfait. On a le... Pour savoir, c'est quoi la question? En fait, elle est préoccupée par le camionnage parce que actuellement, tous les routes de camionnage, c'est réglementé. Hein? Puis, c'est le chemin Saint-Louis, c'est Charlevoix fait partie des routes de camionnage où les camions ont le droit de circuler. Puis, elle se demande, ben, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à circuler sur Charlevoix? Avez-vous réfléchi à ce sujet-là? Après les travaux, Oui, j'imagine. après les Oui, après aménagements. les aménagements. Alors oui, ça va être Segondine qui va répondre. Merci, Mme Drury, d'avoir été la porte-parole. Là. C'est bien apprécié. Actuellement, là, je ne pense pas que la réglementation en lien avec le camionnage sur Charles-Huot soit en révision ou ait été analysée pour être révisée. Je voulais surtout intervenir. Je pensais que la question allait s'adresser principalement en période de chantier et je voulais rassurer que les détours de la circulation de transit dont nous parlions tantôt concernent également les camions qui vont aller chercher des axes autorisés pour la circulation de camionnage et non pas la circulation locale, comme je l'avais mentionné en condition de chantier. Okay. Mais en fait, oui. Mais je pense que la question, c'est vraiment en tout temps, qu'est-ce qui va arriver avec la circulation des camions, étant donné que... Allez-y.
Vous voulez savoir si elle va être toujours permise après les travaux, Oui, étant donné quand même que aussi. c'est un axe qui relie la côte Gignac avec le... Ben, ça fait partie de tout ça, c'est réglementer les endroits où les camions peuvent circuler. Puis Charlevoix, ça fait partie. C'est le chemin Saint-Louis aussi. Et même, c'est Avenue Maguire qui est assez particulier, là. Mais, et Laurier. Fait que, du fait que c'est Charlevoix est entre chemin Saint-Louis et Laurier, et c'est un lieu de camionnage, on peut penser que probablement que ça va continuer, mais je ne savais pas si on en a tenu compte dans les réflexions sur l'aménagement, le réaménagement de Charlevoix. Du fait que ça va continuer, donc que cet axe va devoir continuer à Oui, accueillir des camions. oui. Parfait, merci, merci pour votre préoccupation. Alors, est-ce que... Moi, oui, je peux répondre. On prend en note l'inquiétude. Là. Je vais le partager aux équipes qui s'occupent des réseaux de camionnage à la Ville de Québec. Là. Ça fait partie aussi avec le ministère du Transport. Là, ils ont une carte. Là, donc, je vais partager les inquiétudes, mais puis on va regarder ce qui peut être fait, là, mais je ne peux pas vous garantir qu'on va l'interdire non plus. C'est pas quelque chose qu'on entend souvent, là, Charlevoix. Il n'y a pas beaucoup je pense pas qu'il y a beaucoup de camions qui passent ou de plaintes, là, mais je vais passer votre inquiétude à l'équipe. En fait, Mary, elle reste sur chemin Saint-Louis, mais tout près de Charlevoix, à l'intersection avec Charlevoix, fait qu'elle va passer. Donc, j'imagine que c'est aussi les virages. Est-ce qu'ils sont conçus pour que des camions puissent passer? Donc, j'imagine que ça aussi, ça peut être une inquiétude. Oui, on a pris en considération les véhicules qui peuvent passer par là. Mais oui. Parfait. Ben, merci, Mme Drury. Je vais juste vérifier une dernière fois. Je ne semble pas avoir d'autres questions écrites ni d'autres mains levées. Alors, je vais passer la parole à Mme Mercier-Larouche pour le mot de la fin. Oui, merci Christina. Ben, d'abord, merci à vous tous d'avoir été présents à cette chère journée. Aujourd'hui, je sais, vers la fin de la semaine, vous avez tous des horaires bien garnis. Donc, merci d'avoir été présents. Merci des commentaires enregistrés, quels qu'ils soient. C'est toujours pertinent de vous entendre pour mieux comprendre vos préoccupations. Évidemment, je pense qu'on vous l'aurez compris, c'est toujours difficile d'avoir un projet parfait. Le projet parfait, il n'existe pas. Mais c'est un projet qui vient en fait représenter tous les considérants qui avaient été amenés de par les citoyens après ma barre et tous les éléments finalement qui étaient ressortis avec lesquels on devait travailler pour venir présenter le meilleur projet. Mais je suis convaincue que vous savez tous, quand on regarde chacun dans notre lorgnette, on aurait peut-être voulu plus de ci, moins de ça, les impacts, tout ça, mais tout ça, tous les commentaires ont été entendus, puis vraiment, les équipes ont travaillé au mieux pour venir présenter quelque chose qui fasse foi de ce qu'on avait entendu justement comme souhait de votre part à différents égards. Donc, merci d'avoir parcouru tout ce chemin-là pour Charlevoix avec nous depuis quelques années déjà à travers les consultations, à travers le projet. Merci aux équipes aussi qui ont contribué et qui sont là encore ce soir avec vous pour pouvoir venir répondre à vos interrogations. Et je le dis, la communication, elle est ultra importante pour la suite. C'est pour ça qu'on fait des rencontres personnalisées. Et si vous avez quelques questions que ce soit, le 3-1 demeure évidemment votre premier canal que vous pouvez communiquer. Vous dites que c'est pour le projet Charlevoix, puis rapidement, on va prendre la balle au bon et pouvoir vous rappeler pour pouvoir revenir avec des réponses. Et s'il y a quoi que ce soit comme conseillère municipale, je demeure toujours disponible pour répondre à vos interrogations. Donc, vous pouvez communiquer avec moi aussi par le biais de notre adresse courriel ville. Ça va me faire plaisir. Donc, là-dessus, je vous souhaite une très belle soirée. Puis au plaisir de vous revoir dans le quartier. Merci à tous et bonne soirée. Merci, au revoir.